Voilà, c'est fini. Tu n'étais pas prêt, je le sais, et vous non plus. Bon, je vais être tout à fait honnête. J'avais prévu d'enchaîner tout de suite sur mon édito, mais au moment où j'écris ces lignes, Guillaume m'a envoyé une information qui n'a rien à voir avec le film du jour, mais qui est pourtant en totale adéquation avec ma reprise plus ou moins juste de la musique de Jean-Louis Aubert. Oh là là. Alors je me permets une parenthèse, parce que c'est le dernier épisode de la saison. Oui. Les vacances sont bientôt là, la canicule est de nouveau à nos portes après un court répit de 3 jours. Très chers camarades, donc, vous ne le savez peut-être pas, mais Sony a annoncé aujourd'hui que dès janvier 2028, ils stopperont la production de disques physiques. Alors, c'est évidemment le dernier clou enfoncé dans le cercueil du marché de l'occasion, et cela va remettre en question le principe même de propriété pour les joueurs et joueuses, mais c'est surtout le risque que cela devienne une norme pour les films lors de leur sortie en DVD et Blu-ray qui me fait en parler. En plus d'être un immense coup de vieux pour notre génération, cette nouvelle arrive comme un énième coup de massue pour moi après maintes déconvenues durant ce trop long mois de juin. Mais nous sommes bien toutes et tous à blâmer pour cette façon de consommer les plaisirs vidéoludiques. Mais, trêve de bavardage, je referme cette parenthèse. J'ai fait le signe. Il a bien fait en plus. Absolument. Et je reviens dans le vif du sujet, puisque l'heure est venue pour moi de clôturer une bonne fois pour toutes cette saison 2 de TTPQ. Eh oui. Et quoi de mieux pour ce faire que de retourner dans l'univers de DC Comics au cinéma, j'ai nommé le tout jeune DCU de James Gunn et Peter Safran. Et si Guillaume avait ouvert le bal en septembre avec son premier édito sur le Superman de James Gunn, c'est aujourd'hui au tour de la cousine du dernier fils de Krypton de passer sous les rayons X de nos yeux experts. Au moins ça. Et je dois admettre d'emblée que mes attentes étaient bel et bien assez hautes, mais la déception n'est jamais bien loin quand on croit que tout va bien. Car plus le temps passait et plus je me fichais de savoir de quoi parlait le film ou de quel bois pouvait bien se chauffer Kara Zor-El. Peu m'importait de connaître ses origines ou quel trauma avait bien pu façonner cette personnalité quelque peu alcoolique que nous avions pu découvrir dans le film de 2025. Parce que je suis toujours attaché à la version du personnage de la série Smallville. Plus par nostalgie qu'autre chose, je l'assume pleinement. Bon allez, je me doute bien que la Supergirl du show n'était tout au plus qu'un ersatz du personnage, mais j'ai décidé de tout lui pardonner. Parce que Smallville, c'était quand même vachement bien. Un vrai fourre-tout d'idées, autour de l'univers de Superman, d'accord, mais de bonnes idées pour la plupart. Bon, il y a aussi une autre raison qui fait que l'hype autour du projet Supergirl de 2026 était redescendue pour moi. C'est que la dernière itération du personnage au cinéma restait finalement celle du film The Flash de 2022. Et franchement, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? Vu le traitement du personnage dans le film, vraiment, j'avais aucune envie d'en voir plus, quoi. D'ailleurs, si on finit par parler de The Flash, Guillaume, je te jure que je suis susceptible de devenir mauvais. Parce que c'est pas la blague finale du film, mon vieux, qui va réussir à me calmer. J'en garde pas un aussi bon souvenir que toi, je pense. Mais bon, en même temps, t'as pas aimé le Grinch. Oui, voilà. Oui, c'est gratuit. Et allez. Pour le film du jour, donc, je vous avoue que j'ai quand même craqué lors de la réédition du comics Woman of Tomorrow que le film adapte dans ses grandes lignes. Et je l'ai lu la veille d'aller voir le film, ce qui explique en partie pourquoi je n'ai pas aimé Supergirl de Craig Gillespie, parce que le comics Woman of Tomorrow est superbe dans les dessins, dans l'histoire, dans le découpage, partout. Je vous jure, je pensais pas l'aimer autant, mais cette nouvelle version du personnage est une totale réussite. Et quand on voit le film, on ne peut qu'être circonspect quant aux choix qui ont été faits. Le film n'est pas désagréable, entendez-moi bien. Si Superman et son ambiance gardien de la galaxie fonctionnaient et faisaient souffler un vent de fraîcheur sur la galaxie d'ici, ce film Supergirl est aussi générique que possible. Le réalisateur tente de reprendre les codes du film de 2025, mais n'arrive jamais à faire décoller son héroïne. Au final, Gillespie n'arrive qu'à imiter l'énergie des films de Gunn et réussit même l'exploit d'en montrer les limites, à tel point que tout ce qui fonctionne ailleurs devient insupportable ici, que ce soit les musiques omniprésentes ou les scènes d'action moitié ralenti, moitié plan séquence. Reste cependant que Millie Alcock et Jason Momoa prennent un plaisir non dissimulé à incarner leurs personnages et semblent surtout sortis tout droit des pages des comics. Hélas, cela ne suffit pas à faire remonter le film pour moi, au point que je m'inquiéterais presque pour les futurs films de l'univers. Mais wait and see, comme on dit, générique. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo!
Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? Tu me veux, je suis là. Bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le monde, bonjour Guillaume. Bonjour Bastien, bonjour à tous. Bonjour Poupette, on te voit ici. Oui, le chat est avec nous. Absolument. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien, ça me fait quelque chose quand même, c'est le dernier épisode de la saison 2. Eh oui. En vrai, ça a été une saison tellement intense. Ouais, j'ai du mal à me dire que là, on va avoir un petit répit de 2 mois. Ouais, et enfin, on est d'accord. Répit. Entre oui, gros guillemets quand même. On va préparer oui. les choses, mais on peut le dire, on enregistre le jour de la sortie Supergirl quand même. Absolument, le ouais. 1er juillet. On l'a vu la veille, du coup. L'avant-veille, lundi, ouais, en avant-première. Mais ouais, non, ça fait un truc de se dire qu'on finit, puis le clin d'œil est sympa. On a commencé par Superman, on finit par Supergirl. Absolument. Ma foi, la boucle est bouclée. Exactement. Ouais, tout à fait. Et alors pendant qu'on va se battre avec des petits grésillements qui arrivent par-ci par-là de notre côté, que l'on espère pas trop présent pour vous qui nous écoutez. A priori, on n'entend pas forcément tout, mais voilà, on a eu un petit souci de son, profite pour le dire, sur le dernier épisode qui a été un peu galère. Donc on espère que là ça va aller, mais on n'a pas encore trouvé d'où venait le problème exactement. On va changer tous les câbles. C'est pour ça que je préviens. Je pense que c'est une bonne idée, une bonne solution. C'est une bonne idée, à mon avis. Avant toute chose, je vais quand même vous faire un petit cadeau avant cette fin de saison et surtout avant notre saison 3 en septembre. Et oui. C'est-à-dire qu'on vous avait annoncé dans notre dernier épisode que certaines choses allaient changer et bah écoutez, on avait même dit que pour le dernier épisode de la saison 2, on ferait au moins la nouvelle DA visuelle pour cet épisode. Ah oui, donc au moment où vous entendez ça, vous avez vu le nouveau logo, les nouveaux posts Instagram, etc. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Voilà, c'est ça. On espère que d'ici à ce moment-là, on aura déjà eu des retours. Mais bien sûr, voilà. Mais en tous les cas, cet épisode, ce dernier épisode de la saison 2, va être pas foutraque, mais en tout cas sera notre premier test de cette nouvelle façon de faire les épisodes, puisqu'il n'y aura pas de résumé détaillé. Exactement. Donc c'est un peu comme ça que les épisodes vont se faire à partir de septembre. Donc je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On va donc parler de Supergirl et je vais commencer par vous faire un petit synopsis en quelques phrases, ce qui nous évitera de rentrer dans un résumé détaillé, vous l'aurez compris. Donc Kara Zor-El est une kryptonienne de 23 ans qui erre dans l'espace, alcoolique et désabusée, fuyant le deuil de sa planète et de ses parents perdus. Tout bascule pour elle le soir de son anniversaire quand Krypto, son chien, est empoisonné par le redoutable guerrier Crème of the Yellow Hills. Je crois qu'en VF, si je ne dis pas de bêtises, c'est Crème des collines d'Ocre. Exactement. Qui lui vole également son vaisseau. Elle se retrouve alors embarquée dans un road trip galactique aux côtés de Ruthie. Ruthie, une jeune fille qui cherche à venger le meurtre de son père et plus généralement de sa famille, commis par ce même Crème des collines d'Ocre et d'un certain chasseur avec l'aide aussi de... Oh, je me suis perdu dans mes phrases. Elle se retrouve embarquée dans un road trip aux côtés de Ruthie et d'un certain chasseur de primes, du coup, du nom de Lobo, un voyage qui va finalement l'obliger à choisir qui elle veut être. Voilà. Une belle promesse sur le papier. Sur le papier, et tu choisis bien tes mots puisque ça adapte donc le comics éponyme. Exactement. On y reviendra. Supergirl, donc Supergirl Woman of Tomorrow, film réalisé par Craig Gillespie, je l'ai dit dans l'édito, sorti le 26 juin 2026 outre-Atlantique et le 1er juillet chez nous, et c'est ce qu'on se disait quand on a été voir le film, j'ai pas le souvenir d'un épisode où ça a été dans ce sens-là, dans les films qu'on a fait. Ça fait des années que c'est quasiment tout le temps l'inverse. En France, on a la primeur des films puisque ça sort chez nous le mercredi et aux États-Unis le vendredi. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est rare, mais c'est le cas. Donc quand on est allé le voir, même si on l'a vu vraiment en avant-première, parce que là aussi, bizarrerie de calendrier, les avant-premières avaient lieu le lundi et pas le mardi. Mais bon, c'est comme ça. Donc on avait déjà quand même un petit peu de retour des États-Unis. Retour un peu mitigé. Voilà, on va y venir, j'imagine. Mais oui, tout à fait. Alors, à savoir que la sortie française a été décalée en fait. Elle était initialement prévue pour le 24 juin, 2 jours avant la sortie américaine, comme c'est la tradition, tu viens de le dire. Et le film a été finalement repoussé au 1er juillet, 5 jours après les États-Unis. Donc, c'est quand même assez. C'est quand même un temps assez long. Pour le coup, j'ai cherché pourquoi, j'ai pas trouvé. Alors, la raison avancée, moi, de ce que je vois, ça serait d'éviter la concurrence d'autres grosses sorties de fin juin, comme Des Mignons et des Monstres. Voilà. Et le 1er juillet, le film, en le sortant aujourd'hui, se retrouve tout de même face à la bataille de Gaulle, et on l'appelait Robin des Bois avec Hugh Jackman. Mais
je sais pas, j'ai pas l'impression que c'était des films très attendus, au moins pour Robin des Bois. Et la bataille de Gaulle, je te laisse en dire quelques mots. Surtout que la bataille de Gaulle, au final, la deuxième partie a été avancée Absolument, à vendredi dernier, puisque c'est un film en 2 parties. La première partie avait très mal démarré, s'est bien rattrapé sur les 2 semaines qu'on suivi. Mais du coup, Pathé a eu un petit peu peur quand même, parce que c'est un budget estimé entre 35 et 40 millions d'euros. Donc, ils l'ont avancé pendant la fête du cinéma. Du coup, je suis surpris de ce que tu dis, parce que quand tu t'appelles... C'est ce que j'ai trouvé comme info après avec des pincettes tout le temps. Non pas que je n'y crois pas, mais je me dis c'est c'est quand même fou que Supergirl ait peur de se mettre face aux mignons, quoi. Je trouve ça étonnant que DC recule face à ça, même si au demeurant, je le dis, j'ai vu les Mignons, j'ai passé un bon moment, mais je suis étonné que t'aies peur de te mettre en face de ça quand même. Et surtout, en France, stratégiquement, du coup, tu bénéficies pas de la fête du cinéma. C'est ça, c'est très con en fait. Mais... C'est peut-être pour ça que les avant-premières étaient le lundi. Pour la fête du cinéma, c'est possible effectivement. Je sais pas, c'est les hasards des calendriers. On ne saura jamais vraiment les fins mots de l'histoire. On est d'accord. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est forcément une histoire de chiffres au box-office, tout ça. C'est clair. Et donc les chiffres, je vais commencer par ça, malgré tout, c'est que le film, les chiffres sont très mauvais pour le film pour le moment. Aux États-Unis. De ce que je vois, il a engrangé 68 millions de dollars pour l'instant pour un budget de production estimé à entre 170 et 186 millions. On est très très loin des prévisions qui avaient été faites par le studio. Ils estimaient faire mondialement 315 millions de dollars. Donc on en est vraiment vraiment très très loin. Il a fait 13 millions le premier jour, dont 7,8 millions lors des avant-premières du jeudi soir. C'est quand même, c'est quand même assez dingue à quel point c'est un démarrage très très mauvais. Je te donne un chiffre en plus que j'ai là sous les yeux. Sachez qu'en France, on a mesuré sur les salles parisiennes, alors c'est un peu réduit, mais le film il a été diffusé dans 17 salles à Paris à son lancement a priori. Donc j'imagine que c'est pour les avant-premières. Ils ont fait 1500 et quelques spectateurs, soit 30% de moins que Superman. Ouais, c'est assez fou quand même. On va dire que ça sent quand même pas très bon. Là, on compte sur l'Asie, comme d'habitude. Ils doivent compter sur l'Asie, je pense. Et oui. Non, c'est assez triste. Ah oui, si, j'allais dire, c'est peut-être pour ça que les avant-premières étaient en VF, parce qu'on se posait la question. Il y avait très peu d'avant-premières en VO, alors que normalement les avant-premières sont souvent en VO, même chez Pathé. Non, mais tout à fait. Et c'est peut-être pour ça, ils ont essayé de se dire, non, on va pas en plus le mettre en VO. Pour l'anecdote, je suis retourné au cinéma le lendemain, et donc en réservant, j'ai checké un peu les séances qui étaient proposées le mercredi. Et il y a évidemment Supergirl qui est très mise en avant. Il y a que des séances en VF quasiment. J'ai trouvé 2 séances en VO dans la semaine. Et c'est les séances de 22h. Donc, ça s'annonce pas terrible niveau résultat. Craig Gillespie, donc le réalisateur, il a fait évidemment d'autres films avant. Il avait fait notamment Une fiancée pas comme les autres, Moi, Tonya, Cruella et donc maintenant Supergirl. Le film dure 108 minutes. Et alors, à savoir qu'il n'y a aucune scène post-générique, ce qui est très surprenant, mais qui s'explique par une chose, c'est que la scène prévue en post-générique, en fait, c'est devenu la scène finale du film. Pour l'anecdote. Un choix assumé par le réalisateur qui estimait que la scène faisait partie intégrante pour lui de l'histoire du film. J'en profite également, et ça rebondira sur à quel point les chiffres sont mauvais, pour vous dire que la durée, qui est quand même assez courte comparée aux autres films de super-héros, c'est le résultat quand même de plus de 10 projections tests au cours desquelles le film a perdu environ 25 minutes de sa durée initiale. Ah ouais. C'est pas les seuls problèmes qu'il a rencontrés dans sa post-prod, on va dire. Ça me permet de rebondir tout de suite sur la musique. C'est Claudia Sarne qui compose la musique du film. Elle a beaucoup, travaillé avec son mari Atticus Ross sur des films comme Le Livre d'Eli ou encore Broken City et Triple Nine. Et Supergirl, en fait, ça marque son premier grand projet solo. Je précise quand même que dans les sources que j'ai trouvées, elle aurait été la compositrice solo de Shining Girls sur Apple TV et que ça aurait été un tournant pour elle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la première femme à composer la musique d'un film d'ici, donc ça c'est quand même beau. Mais, et c'est à ça que je voulais en venir, faut savoir qu'avant que ce soit elle qui livre la partition du film, c'était d'abord Ramin Djawadi qui était prévu, puis ensuite il a été remplacé par Tom Holkenborg, qu'on connaît plus sous le nom de Junkie XL. Bien sûr, qui avait bossé déjà sur des projets d'ici, me semble-t-il. Oui, puis je crois qu'il a bossé sur pas mal de projets avec... justement, c'est pas lui qui a fait les BO des films de Snyder.
Je suis en train de vérifier, mais il me semble que... C'est vrai que ça, j'ai pas vérifié parce que voilà, mais ouais. Je suis à peu près sûr. En tout cas, après le départ de Junkie XL, c'est quand même Claudia Sarn qui l'a remplacé au final. C'est bien lui qui avait fait Batman v Superman. Ouais, tu vois, ce qui me semble. Et la Justice League version Snyder. C'est ça. Donc le film met en scène plusieurs acteurs. Pareil, le casting, je l'ai pas trouvé super XXL comparé à ce dont on pourrait s'attendre, mais j'ai l'impression que c'est un peu dans l'ADA de Superman. Oui, Superman, à part moi, il y avait Nicolas Hoult, mais mais encore, Rachel, même si Nicolas Hoult est connu, loin de moi dire qu'il ne l'est pas, mais il y a vraiment une volonté chez James Gunn de repartir avec un casting de gens qui n'ont pas une notoriété absolument énorme pour les rôles principaux. Absolument, la preuve en est avec Supergirl, qui est incarnée donc par Millie Alcock, que vous connaissez sans doute pour son rôle de Rhaenyra Targaryen jeune dans la série House of the Dragon. Et qui du coup c'est vraiment c'est le premier projet qu'elle va porter au cinéma, puisque à part Superman et la suite de Superman qui est prévue en 2027, c'est son seul rôle. On a également la présence de Matthias Schoenaerts qui joue le rôle du méchant Crème. Alors lui, la VF lui rend pas honneur. Non, vraiment pas. Mais après, c'est aussi son nom en VO. Oui, non, mais je sais. Je crois. Oui, la VF lui rend pas honneur du coup, effectivement. Lui, il a une carrière plutôt correcte, effectivement. Il a joué dans pas mal de films. Moi, je vous avoue que sa tête m'a parlé pendant tout le film, et je me dis, mais dans quoi je l'ai vu Et c'est celui qui mène le film de Rouillé d'os de Jacques Audiard. Dont on avait beaucoup parlé, je crois. Je l'ai pas vu ce film-là, mais je savais pas. Et je crois que c'est lui qui a le rôle principal avec. Il y a pas Marion Cotillard dans De Rouillé d'os d'ailleurs. Si, bien sûr que si. C'est ça, oui, c'est lui qui ok, mais je savais pas, tu vois. Je découvre. Et donc c'est pour ça que sa tête me parlait, parce que du coup on l'avait vu beaucoup. Alors après, il a joué dans d'autres films comme Danish Girl, Red Sparrow. Ah, mais c'est lui qui joue dans Red Sparrow. Voilà. Ah, avec Jennifer Lawrence. Ok. Absolument. Oui, moi je me souviens. Ça y est, là je recolle, tu vois, j'ai sa filmo devant les yeux. Et effectivement, c'était pas mal Red Sparrow d'ailleurs. Moi j'avais plutôt bien aimé. Ouais, il était sympa, effectivement. On a également Eve Ridley, on va dire, voilà, Eve Ridley, qui tient le rôle de Roussi. C'est son premier rôle au cinéma. Oui, elle est très jeune. Elle est très jeune, elle a 14 ans, voilà, tout simplement. Et on a évidemment la présence de Jason Momoa, qui est peut-être le plus gros nom du casting, et qui incarne donc le personnage de Lobo. Rôle qu'il voulait depuis des années, qu'il rêvait d'incarner depuis qu'il est petit. Il avait, même à l'époque d'Aquaman, il disait déjà qu'il rêvait d'incarner ce personnage au cinéma si un jour ça devait se faire. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quand il a été appelé pour incarner Aquaman, il pensait qu'on allait lui proposer le rôle de Lobo à l'époque. D'accord. Et pour boucler un peu la boucle avec Millie Alcock, vous le connaissez aussi pour ses rôles dans des séries, notamment dans Game of Thrones, saison évidemment. 1. Et je crois qu'il a joué dans Baywatch pendant quelques temps, Alerte à Malibu. Ouais, il a fait pas mal de choses. Et aussi, vous l'avez vu dans Stargate Atlantis, c'est à ça que je voulais en venir, parce qu'il a eu un rôle assez... Puis vous l'avez vu aussi au cinéma dans Dune, puisque c'est un des personnages importants de la saga de Denis Villeneuve, qu'on reverra cette année. Oui, absolument. On reverra dans la 3e et dernière partie de cette trilogie. Mais c'est vrai que c'était amusant de le revoir là. Oui, sachant qu'il a quand même eu une place importante dans l'univers de Snyder. Ouais, et puis là, en plus, tu sens dans beaucoup de films de Snyder sur le DCU précédent, on voit quand même beaucoup. Aquaman apparaît dans beaucoup au-delà de ses projets Batman solo. v Superman, on le voit très peu, mais on le voit évidemment dans Justice League, dans les films solo, dans The Flash, dans les 2 versions de Justice League. Donc non, c'est assez surprenant même de lui avoir confié un autre personnage. C'est rare. Bien sûr, c'est assez une bonne chose. Je pense à 2 autres acteurs chez Marvel. Je pense à Chris Evans qui avait joué la Torche Humaine dans les films des 4 Fantastiques et qui finalement se retrouve à jouer Captain America. Les films des 4 Fantastiques des années 2000, bien sûr. Et Ryan Reynolds qui avait joué Green Lantern, alors c'est pas chez Marvel du coup, et qui se retrouve par contre à jouer chez Marvel Deadpool. Et puis Robert Downey Jr. qui a priori revient. Ah oui, Marvel, qui a priori revient. Oui, là c'est personnage. T'as raison, c'est peut-être le cas le plus similaire. Ça promet ça aussi, ça va être quelque chose. Bon bref, on en parlera. Donc je l'ai dit, le film adapte le comics éponyme Woman of Tomorrow, et je vais me permettre une petite digression sur ce comics. Donc Supergirl Woman of Tomorrow, c'est une mini-série de 8 numéros publié par DC Comics à partir de juin 2021. C'est un comics qui est écrit par Tom King et dessiné par Bilquis Evely.
À l'origine, King l'avait pitché comme un team-up entre Supergirl et Lobo, avec ce dernier en figure centrale. Et ce sont ces éditeurs qui l'ont suggéré de retirer Lobo et de faire de Kara le personnage principal. Et du coup, la scénariste s'est inspirée de cette anecdote pour replacer Lobo au centre du récit, enfin en tout cas... Oui, tout à fait. En tout cas, de le placer dans le récit, tout simplement, pour le film. Faut savoir que Tom King s'était inspiré de True Grit, donc un roman de 68 adapté 2 fois au cinéma. Une première fois par Henry Hathaway avec John Wayne, et puis par les frères Cohen en 2010 avec Jeff Bridges. L'histoire de True Grit, rapidement, ça suit une jeune fille qui recrute un marshal bourru, alcoolique et désabusé pour traquer l'assassin de son père. King voulait reproduire cette dynamique dans l'espace. Une jeune alien en quête de vengeance qui recrute une Supergirl épuisée, abîmée par la vie, qui n'a plus grand-chose à prouver à personne. Ce choix a transformé donc le personnage en profondeur, c'est ce que j'essayais de dire dans mon édito. Le comics a été salué comme l'une des meilleures œuvres de King depuis Mr. Miracle, et c'est aujourd'hui considéré comme l'une des meilleures réinterprétations du personnage, donc vraiment un must-have pour tout bon fan de comics. Woman of Tomorrow donc suit Kara Zor-El, une Supergirl bien loin de l'image solaire qu'on lui connaît habituellement. Elle a grandi sur Krypton, elle a vu sa planète mourir lentement sous ses yeux, et elle est arrivée sur Terre pour protéger un cousin qui n'avait finalement pas besoin d'elle. Elle se sent donc réduite partout à n'être que la parente de Superman. Et tout bascule quand Russi, une jeune fille extraterrestre, vient la trouver pour lui demander de l'aider à traquer Crème des collines d'Ocre, l'homme qui a assassiné son père dans le comics. Si Supergirl refuse, Russi compte le faire seul, quoi qu'il en coûte. Et donc les deux partent à travers la galaxie dans un road trip sombre, très violent, quelque part entre le western spatial et le récit de vengeance, en fait, tout simplement. Tout à fait. Et alors j'avais prévu de parler d'une particularité narrative de l'œuvre, mais elle va spoiler la fin du comics et une certaine personne en est à la moitié. Donc je ne dirai rien. Je suis désolé. Pour tout vous dire, je l'ai acheté après avoir vu le film, parce que ça m'a donné envie de lire le matériau de base. Et effectivement, je l'ai acheté hier, donc j'ai pas eu le temps de lire entier, j'ai lu à moitié. Et franchement, je trouve ça plutôt très bien pour le moment. Et c'est intéressant, j'ai lu toute l'introduction écrite par l'auteur là, qui parle de la manière dont il a construit ce truc-là. Son rapport à sa fille, notamment, de ses filles. C'est vraiment intéressant. Donc, bon, je ne suis pas allé au bout, mais de ce que tu m'en dis et de ce que j'en lis à droite à gauche, on ne saurait que trop vous le conseiller. Ne serait-ce que pour le dessin, parce qu'il y a vraiment un visuel incroyable. Et l'édition qui est ressortie là, pour la sortie du film, elle est vraiment bien. Vous avez beaucoup de couvertures additionnelles en fin, vous avez des storyboards, etc. C'est vraiment pas mal. Et il y a même un scénario qui est écrit sur la fin d'un truc qu'il n'a pas pu faire. Et c'est vraiment pas mal. Je ne saurais que trop vous le recommander pour le coup. Absolument. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire un autre truc, je m'y perds. C'est pas très grave, c'est pas très important, ça me reviendra. Je vais faire un petit truc, je vais juste parler d'un truc autour du film parce que je trouve que c'est important. Au niveau de la sortie du film, il faut savoir que l'actrice elle a été au cœur d'une controverse qui dépasse largement le simple cadre du film. En mars 2026, dans une interview pour Vanity Fair, en fait, elle déclarait que simplement exister en tant que femme dans cet espace est quelque chose que les gens commentent et que le public s'est habitué à une étrange appropriation du corps des femmes. Fin de la citation. Évidemment, la tempête, elle est immédiate, vous vous en doutez, surtout à notre époque. Ce qui est frappant, c'est que ces propos visaient justement à décrire le harcèlement en fait, que subissent les actrices dans les franchises. Mais bien sûr. Et la réaction a instantanément prouvé son point. C'est ça. Donc c'est assez fou parce qu'elle n'avait pas parlé d'hommes et finalement, c'est beaucoup d'hommes, hélas. Ça me fait mal de le dire. J'aime pas trop parler de ce genre de trucs normalement. Mais non, là, mais ce qui est terrible, c'est que, comme tu le dis, en fait, la réaction étaye totalement son propos. C'est ça. Et du côté de DC, c'est plutôt de ça dont je voulais parler, c'est que la gestion de la communication a elle-même été pointée du doigt. Plutôt que d'assumer les critiques sur le film, le studio a mis en avant l'idée que les films de super-héroïnes, donc à direction féminine, seraient structurellement condamnés. Matt Belloni de Puck News leur a remis une mention déshonorante pour ça, estimant que c'était une façon commode de blâmer le public plutôt que d'admettre qu'un film à 170 millions de dollars avait simplement mal fonctionné. Voilà. Oui. Fin des petites anecdotes pas rigolotes. Oui, non, mais c'est ce genre de débat est de plus en plus récurrent de toute façon dans la société et il s'intensifie puisque aujourd'hui Internet a eu une vocation, enfin en tout cas une conséquence étonnante de supprimer toute forme de nuance dans le débat public en tout cas. Et oui, je comprends. Mais en même temps, ce qui est soulevé là est pas totalement faux, c'est-à-dire effectivement. Je pense que certains studios se cachent un peu derrière ce genre de problématiques qui sont réelles, qui sont même systémiques pour beaucoup de comédiennes, pour effectivement dire non mais là vous dites du mal parce que c'est une actrice.
C'est effectivement, je pense que certains studios se servent de ça, et c'est encore pire, quelque part, de se cacher derrière ça et de se servir d'un vrai problème comme d'un bouclier. Oui, c'est sûr. Après, il y a vraiment ce côté un peu, si ça marchait, on n'aurait même pas ce débat. Hein. Je veux dire, regarde, Barbie a marché. Il n'y a pas eu trop de débat sur le fait que c'est une femme qui réalise le truc. Et pourtant, le film, je le trouve mauvais à bien des égards. Oui, mais je suis d'accord. Donc voilà. Bon, en tout cas, on va rentrer un peu plus dans nos avis. Tout à fait. C'est peut-être ce qu'on attend le plus, que vous attendez le plus. Donc Guillaume, je t'en prie, quelles étaient tes attentes pour ce film ? Qu'en as-tu pensé ? Alors, as-tu aimé ? N'as-tu pas aimé ? Non, mais As-tu passé un bon moment ? J'étais avec toi déjà, donc j'étais content. Ah, donc c'était forcément un bon moment, c'est ça que t'aurais dû dire. Non, alors en fait, moi je vais replacer un peu le truc dans le contexte. On a démarré la saison par Superman, et moi le Superman de Gunn, j'avais des attentes assez mitigées parce que moi j'aime beaucoup le Superman de Snyder, et du coup j'aimais bien la direction à laquelle il allait. Et je l'avais très bien dit, je pense, en tout cas de manière assez claire dans le film. Sans vouloir te jeter de fleurs. Non, mais évidemment, c'était clair. Sa tête a pris une place d'un coup, là je voyais plus le mur derrière, autant pour moi. Non, mais le Superman de Gunn n'allait pas du tout dans la direction que je voulais, mais ça avait marché. Je m'étais pris au truc, et ce Superman qui ressemble pas du tout à ce que je ferais de Superman si on me le donnait à faire, ça m'avait plu, ça m'avait embarqué. J'avais trouvé que le film il avait quelque chose, et voilà, j'avais bien aimé, même si je trouvais que la critique était un peu excessivement dithyrambique au regard du film en tant que tel. Donc partant de ce constat, je me suis dit du coup je sais un peu dans quelle direction ça va, donc ça va aller dans le même sens. Mais je n'avais pas d'attente particulière, parce que le personnage de Supergirl, très franchement, c'est un personnage que je connais pas du tout, en dehors de son apparition dans ce film. Je sais qu'il y a eu des séries, il y en a eu plusieurs sur Supergirl, que c'est un personnage qui apparaît effectivement dans Smallville. Même moi je le sais, pourtant j'ai pas vu Smallville, ou j'en ai vu très peu. Quelle indignité. C'est terrible. À chaque épisode je le dis au moins une fois. Exactement. Mais du coup j'avais pas d'attente énorme. Donc quand on est allé le voir, j'y suis allé en me disant ce que j'attends de ça, c'est que ça soit un divertissement du même niveau qu'était le premier Superman de Gunn. C'est-à-dire pas forcément ce que j'aime le plus dans les films de super-héros, mais au moins un bon divertissement. Et je vais te dire un truc, et je pense que ça va te surprendre, mais j'ai adoré ce film. J'ai passé un super bon moment. J'ai vraiment aimé, je vais pas dire tout, le film a des défauts, mais j'ai adoré ce film. Et je l'ai même préféré à Superman. Franchement, d'abord parce que j'ai trouvé que le personnage de Supergirl était super intéressant. Encore une fois, il y avait de la découverte. Je n'avais pas lu le comics, contrairement à toi, et on va parler sans doute des points de comparaison avec le comics. J'ai écouté une interview du réalisateur hier matin, après qu'on ait vu le film, qui disait que, et ça m'a surpris, que quand il a travaillé sur ce film, on lui a confié un script très vite, et qu'il n'a pas lu le comics. Il a dit « Je n'ai pas voulu le lire, j'ai voulu me baser sur le script qui avait été fait à partir de ça, pour ne pas être trop enfermé dans la direction, et notamment artistique, qu'avait le comics. » Et je trouve que c'est pas une mauvaise idée, parce que le comics, il n'est pas du tout fabriqué de la même manière. Il y a des points de similitude, évidemment, mais dans le narratif, il y a vraiment, moi, dans le comics, des choses qui fonctionnent dans un comics qui ne fonctionneraient pas du tout dans un film, et du coup, ils s'en est totalement défait. Émancipé, exactement. Et du coup, il n'a pas été pollué. Mais pour revenir sur le film, alors, il y a des choses qui ne vont pas. Les fonds verts, il y a des fonds verts, vraiment, c'est pas possible. Il y a vraiment des incrustations. Je me dis, mais putain, les mecs, vous déconnez. Mais sinon, j'ai vraiment aimé ça. J'ai adoré son perso, j'ai adoré la direction artistique, j'ai adoré le côté voyage. J'ai aimé un truc, c'est tout con, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu un film de super-héros avec une figure humanoïde qui se passe pas sur Terre. Et ça m'a plu. J'ai aimé qu'on déporte le truc, parce que du coup, les enjeux sont pas les mêmes. Du coup, peut-être qu'à mon sens aussi, l'attente n'est pas la même, parce que en fait, ça se passe dans un univers qui n'existe pas. Quand tu regardes Superman, je sais bien que c'est pas un univers réel, mais ça ressemble à l'univers qu'on connaît. Donc, j'ai peut-être des attentes, moi qui suis un peu psychorigide sur certains trucs, il faut quand même que ça réponde à certaines règles. Là, je trouve qu'on s'émancipe de ça. Je trouve que le perso, il est hyper intéressant, il est drôle, il est cynique, il est désabusé, il est un peu dépressif quand même, et j'ai vraiment aimé ça. Et surtout, ce film m'a pas fait tant penser à un film de super-héros
que un Star Wars. Clairement, pour moi, il y a vraiment une vibe de Star Wars, notamment dans la direction artistique. Et quand on a vu le film ensemble, je t'ai dit qu'il m'avait fait penser à quelque chose. Je te l'ai pas dit pour le réserver maintenant. Mais ce film, et ça va être drôle quand tu vas entendre auquel film je fais référence, notamment à cause de son réalisateur, je trouve que ce film, c'est une version réussie de Rebel Moon. Rebel Moon, c'est une catastrophe à tous les niveaux, et pourtant Dieu sait que j'avais envie de croire en ce truc parce que j'aime Snyder et voilà. Mais si vous avez vu j'ai vu que la partie 1, mais il y a rien qui va, c'est moche, c'est ultra générique. Je trouve que ça ressemble dans la DA à ça, mais en bien fait. J'ai adoré la séquence dans le bus, j'ai adoré tous les décors intérieurs. Alors effectivement, il y a une vibe nostalgique qui est con. Enfin, il n'y a pas de raison qu'elle ait un casque des années 80. Ça n'a pas de sens. Mais je ne peux pas t'expliquer. Du début à la fin, je trouvais ça trop bien. Je trouve qu'il y a des très bonnes idées de mise en scène dans certains trucs. On le développera après, mais franchement, à ma grande surprise, j'ai adoré. Et je vais te dire, j'avais envie de le revoir. Et je vais y retourner, je pense, parce que je vais le voir en VO. J'ai vraiment passé un super bon moment, à ma grande surprise. Et du coup, je suis très étonné de la rudesse de la critique. Parce que je comprends certaines choses, que ça soit assez générique. Le film invente pas grand-chose. Hein. Je n'en fais pas un chef-d'œuvre, qu'on s'entende bien. C'est pas mon propos. Mais je trouve que la critique, elle est tellement dure. Vraiment, je lis des trucs, mais les mecs... franchement, vous avez raté des... Enfin, on a été beaucoup plus souple avec des films, à mon sens, bien plus mauvais que ça, quoi. Donc voilà, je suis sorti très content et avec une vraie envie de le revoir. Et c'est pour ça que j'avais très envie de lire le comics. Je me suis dit, en fait, c'est trop bien ce personnage, j'adore. Et puis, je trouve que la comédienne, ça marche hyper bien. Alors, on l'a dit, on l'a vu en VF, mais même en VF, franchement, ça passe. Donc voilà. Et toi, du coup, je sais que je me doutais que tu n'avais pas autant aimé que moi. Voilà. Oui, non, pas du tout. Hein. J'ai pas du tout autant aimé que toi. Loin de là. J'ai un peu parlé de mes attentes et de mon avis dans l'édito, hein, donc je vais sans doute répéter un peu. Je pense, j'essaie de minimiser ça dans l'édito. Je pense que le fait d'avoir lu le comics la veille m'a un peu piégé devant le visionnage du film. C'est pas souvent. Je comprends. C'est pas souvent. Mais du coup, en fait, avec ce que tu dis sur ce que le réalisateur a dit, en mode j'ai pas lu le comics pour justement pas trop m'imprégner du truc et faire un truc à moi, etc. Je suis très étonné parce qu'il y a quand même... Mais après, bon, le scénario adapte ce comics-là, donc c'est Bien logique sûr. d'une certaine manière, mais il y a quand même beaucoup de moments qui sont complètement tirés du comics. Et qui du coup me sont parus bien fades comparé à ce que m'avait fait ressentir la lecture de cette histoire. Je l'ai trouvé très générique. Alors effectivement, maintenant que t'en parles, oui, Rebel Moon, en mieux, je te l'accorde. Celui-là, je te le laisse, Merci. pas de problème. Je savais que ça te ferait rire. J'ai pas du tout aimé les méchants. Je n'ai pas du tout aimé le costume du méchant principal, que je trouve tout droit sorti d'un croisement entre Mad Max et Solo, Star Wars Story, parce que je voulais revenir sur l'univers Star Wars, mais pas sur un des meilleurs. J'ai pas aimé la musique, que je trouve complètement anecdotique, la BO, je trouve. J'ai été très déçu de ce que faisait le film, et là pour le coup ça va être très difficile parce que c'est rapport à ce que fait le comics, et je crois que tu n'en es pas là dans ta lecture. Mais je vais essayer de le dire sans trop spoil. Non mais si, vas-y, c'est pas grave. Non mais sans trop spoil, je trouve que la présence de Lobo est bienvenue parce que tout comme Millie Alcock qui joue Supergirl, je l'ai dit dans l'édito, Jason Momoa, tu sens qu'il attendait ça depuis toute sa vie. Mais là pour le tellement. coup tu le sens, le personnage fonctionne super bien. Moi, Lobo, pour moi, c'est la seule fois où je l'ai vu, c'est dans la série Superman des années 90, le dessin animé. Ouais. Oui, c'est vrai. Et oui. Ça y est, je l'ai en tête. Le motard de l'espace, le nom du double épisode. Donc voilà. Et là, vraiment, quel plaisir de le voir en chair et en os, si j'ose dire. Mais ce que je n'aime pas, pour revenir rapport au comics, je vais vraiment essayer de pas trop spoiler, donc voilà, t'inquiète pas quand même si tu m'as dit que je pouvais. Oui. Je n'aime pas en fait la place que prend Lobo dans le dernier acte, parce qu'il prend, c'est très con dit comme ça, mais parce qu'il prend la place
du personnage de Supergirl dans le comics, d'une D'accord. certaine manière. Ok. Il y a tout un truc dans le dernier acte du comics, tu verras. Là, on a entendu les Et griffons. là, on a entendu. Qui du coup raconte quelque chose sur le personnage de Supergirl et qui là du coup est complètement effacé au profit du personnage de Lobo. Et en fait c'est peut-être ça qui fait que j'ai plus de mal avec le film vraiment que toi. Je pense vraiment que ma lecture m'a piégé parce que dans le comics il y a vraiment ce côté où on te raconte la légende de ce personnage, on te raconte vraiment quelque chose de très intéressant. Tout ce qui se passe avec le Soleil Vert, dans le comics, ça raconte aussi quelque chose sur le personnage de Roussy, parce que je parle du personnage de Supergirl, mais Oui, bien Roussy, sûr. par exemple, dans le comics, a une vraie évolution. Dans le film, je suis désolé, avec tout le respect que j'ai pour cette toute jeune actrice, son personnage ne sert à pas grand-chose. Oui, je suis Et d'accord. n'a aucune espèce d'évolution. Non, C'est juste pas du un tout. boulet à la cheville de Supergirl pendant tout le long du métrage. Et c'est super dommage, quoi, parce que du coup, tu passes à côté d'un récit qui est alors, je n'aime pas utiliser ces mots, ça va te surprendre, mais qui est fondamentalement féministe dans ce qu'il raconte, je trouve, en tout cas. Et là, je trouve qu'on passe à côté de ça. Et c'est pour ça que j'étais très déçu. Et c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que malgré le fait que le réalisateur n'ait pas lu le comics et compagnie, bah, y a quand même beaucoup de choses je l'ai déjà dit, qui sortent du comics en fait. Et que j'ai l'impression de devoir sortir des pages du comics. Et du coup, j'étais en mode, ok, mais du coup, ça marche pas parce que normalement, ça raconte cette chose-là. Et là, en fait, du coup, ça ne raconte pas ça. Et du coup, ça m'a gêné. Je vais sortir un peu de la comparaison avec le comics, je vais essayer d'être objectif. Le film en tant que tel n'est pas désagréable, on passe pas un mauvais moment. Objectivité, Bastien. On ne passe pas un mauvais moment, mais je le trouve très générique, très fade, et vraiment même en termes de mise en scène, moi je n'ai vu que le mauvais côté des CGI et des effets spéciaux. Je les ai trouvés vraiment ratés sur plein de choses. N'en déplaise à Emmerich, puisqu'on sait que ce n'est pas le budget. Ça, c'est un petit pic pour notre ami qui nous a fait un retour sur The Mandalorian et sur ce qu'on avait dit sur le budget et la qualité des effets. Si tu fais des choses comme ça, on ne va pas s'en sortir. Non, mais à un moment donné, je veux dire, j'ai bien compris que ça te faisait chier ce que je disais, mais tu peux me le dire tu peux me faire un signe ou quelque chose. Il m'a coupé, je suis devenu tout grave. Ouais, mais j'ai coupé le son de tout le monde. Non, mais ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Bon, bah voilà, j'ai plus envie de parler moi maintenant du coup. Il m'a coupé l'envie, ce con. Pardon, non, mais là, je suis très déçu. Pardon. J'espère que c'est la dernière fois que ça se produit. Bien sûr. Non, mais là vraiment. Non, mais oui, là, on peut le redire une deuxième fois, vraiment. Donc je sais plus ce que je disais, je me perdais sans doute dans mon avis, voilà, les mauvais CGI, la mise en scène, je trouve qu'en fait on essaye de mimer un peu ce qui a fait le succès des films de James Gunn chez Marvel et chez DC, et je trouve que ça ne marche pas, voilà, c'est tout. Pareil, le fait qu'il y ait beaucoup de musique et tout, je trouve que ça m'a gavé, alors que normalement dans ce genre de film ça me plaît, tu vois, mais là tu sens qu'ils ont voulu faire comme ce que fait James Gunn, mais je trouve que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas pour moi. Alors, je te rejoins, la musique, elle est pas du tout marquante. J'ai rien retenu de la musique. Je trouve que les scènes avec des vraies musiques fonctionnent mieux, d'ailleurs, que la musique qui a été faite pour le film. Ça, je trouve que ça fonctionne pas mal, même si c'est un truc qu'on peut reprocher parfois à James Gunn. Il a voulu éteindre le son. Parce qu'il a tendance à utiliser des musiques existantes qui parfois cassent un peu le côté spectaculaire, on va dire, ou dramatique de ces scènes. Mais voilà, moi, effectivement, la BO, c'est rare. Moi, j'ai un peu stick de quand je sors d'un film, réécoute la BO. Là, je ne l'ai pas fait. De toute façon, elle n'était pas encore dispo, donc je ne pouvais pas. Mais oui, non, la musique ne m'a pas spécialement marqué. Je te rejoins sur les CGI. Il y a vraiment des trucs qui ne sont pas beaux. Mais en même temps, moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a frappé, c'est les moments où j'ai vraiment passé des bons moments. J'ai adoré, par exemple, tout le segment sur Krypton. Je trouve ça bien, j'aime bien cette idée qu'en fait, parce que dans la légende Superman, Krypton explose et lui il s'envole. Là, j'aime bien l'idée qu'ils essayent de s'en sortir, qu'en fait ils se rendent compte que c'est en décrochant un morceau de leur planète qu'ils ont fait monter la kryptonite. J'ai bien aimé ce truc-là. En fait, ouais, j'ai été pris dans le truc. Ouais. Je crois que le perso m'a tellement plu que j'avais envie de croire en l'histoire. Et pour faire une petite comparaison avec le comics qu'on a là, tu vois, moi qui du coup ai fait le travail inverse, je l'ai lu après. Je trouve que je suis d'accord avec toi, le personnage de Roussy dans le film,
il évolue pas, il est un peu pénible, tu sens que voilà, elle veut se venger et c'est tout ce qui se passe jusqu'à la toute fin où elle comprend qu'en fait c'est peut-être pas le bon chemin, mais bon voilà, c'est assez basique. Mais à l'inverse, je trouve que dans le comics, j'en suis à la moitié. Alors c'est un peu raconté comme un journal de bord, donc c'est elle qui raconte, mais je trouve que elle a un langage hyper soutenu dans le comics qui est un peu moins marqué dans le film. Et du coup, moi, quand je lis, je dis putain, ta gueule quoi. Genre là, il y a trop, tu vois. Tu m'expliques trop des trucs que j'ai envie de lire, que j'ai envie de voir dans le comics. Et du coup, je trouve que le film est réussi à. Encore une fois, je suis qu'à la moitié. Là, j'ai l'impression que le comics, il est presque plus centré sur elle que sur Supergirl, sur la première moitié. Et le film, je trouve qu'il arrive à plutôt faire l'inverse. Bah ouais, je vois ce que tu veux dire, mais moi justement c'est ce qui me déplaît, parce que je comprends. Dans le comics, j'aime beaucoup ce côté où en fait on te raconte quelque chose de presque mythique, presque une légende en fait de Supergirl, et là dans le film, justement moi je voyais trop de choses. J'aurais voulu qu'il y ait plus de choses hors champ, qu'il y ait plus de choses sous-entendues, racontées. Alors effectivement, tu parlais du fait que certaines choses qui marchent, qui fonctionnent dans les comics ne fonctionnent pas au cinéma. Là, par exemple, faire tout le film narré par Roussi n'aurait absolument eu aucun sens. Horrible, on est d'accord. Surtout si elle parlait comme dans le comics, qui effectivement clair. Parfois c'est un peu dur à lire tellement elle parle comme au Moyen-Âge. Mais moi je trouve que ça fait partie de ce qui marche dans le comic et ce qui fait que pourquoi c'est très bien. Et pour les musiques et les BO, il y a un truc qui m'a vraiment gêné. T'as dit un truc très intéressant et très juste, malgré tout, c'est que, malgré mon avis, je veux dire, c'est que le film, c'est quand même sympa qu'il se passe dans l'espace, dans d'autres planètes et compagnie. Mais le fait qu'ils utilisent des musiques qu'on connaît tous, oui, je suis d'accord. Moi, quand elle est dans le bar au début et qu'on entend la musique qui a été composée par Dutronc, là, j'ai oublié, la musique française, oui, je suis d'accord. Ça n'a aucun sens. Non, mais je suis d'accord. Ça n'a aucun sens. Oui, c'est pour ça que je disais que je trouve que c'est mimé de James Gunn, parce que James Gunn, quand les musiques sont utilisées, on peut lui reprocher plein de choses, mais elles sont jamais diégétiques. Oui, là, diégétiquement, ça n'a aucun sens. Et quand elles le sont, ça a un sens. Oui, je suis d'accord. Oui, là, ça n'en a pas. Non, et je trouve que le film, en fait, réitère ça pendant tout le long. Bon, après, voilà, on va pas. Je vais pas le taper pour le taper, le film. Non, mais t'as Encore raison. Une fois, on passe pas un mauvais moment. Mais mais c'est intéressant que tu aies fait le travail inverse de moi. Ouais. Je sais pas si j'aurais eu ce sentiment-là si j'avais lu le comics après. Forcément que non. Tu vois, par exemple, moi, dans les trucs que j'ai vraiment aimé, parce qu'on va un peu donner aussi des scènes préférées, moi, la première qui me vient, c'est la scène du bus. Je trouve que l'idée de mise en scène, déjà, je trouve que le bus, t'as un bestiaire incroyable. Il y a plein de persos. En plus, là, pour le coup, c'est des personnages en costume, quoi. C'est pas full CGI 3D dégueulasse. Je trouve que déjà ça c'est cool parce que t'es dans l'espace donc tu vois des trucs qui ressemblent à rien, ils parlent pas tous la même langue, j'aime bien ça aussi, le fait qu'il y a des moments les personnages parlent, t'as pas de sous-titres, tu sais pas ce qu'ils se disent, ça je trouve c'est pas mal. Il y a des moments où la gamine elle comprend pas, Supergirl d'un coup elle se met à parler une langue que personne connaît, j'ai trouvé que c'était bien. Et dans la séquence du bus, je trouve que ça fonctionne, que visuellement l'intérieur de ce bus, moi j'y crois. En plus la scène où elle monte dans le bus, c'est tellement drôle. Elle est à un arrêt de bus, t'as un vaisseau qui arrive avec des flammes partout, enfin, le truc le plus dangereux du monde, et elle est assise sur un vieux banc en bois. Et le combat où elle se téléporte en se battant, je trouve que c'est une super bonne idée de mise en scène. Même si c'est dans un espace clos, et puis voilà, après ils arrivent à l'espèce de spatioport, c'est l'équivalent d'une station-service littéralement. Je sais pas, moi en fait je crois que la DA m'a beaucoup plu en fait. Et même si les CGI en fait les parties extérieures sont un peu inégaux, voilà, faut dire les choses. Les extérieurs sont globalement pas très bien, quand il y a de la CGI, les intérieurs sont plutôt réussis. Parce que tu sens qu'ils ont tourné beaucoup dans des petits endroits. Tu vois, la maison des parents au tout début, là, le décor, il est minuscule. La baraque des deux esclaves dont leur fille a été enlevée, pareil, ils sont dans des décors qui font la taille de mon salon. Donc tu sens que dès que c'est petit, ça a été travaillé, ça a été fait avec du décor réel et ça fonctionne. Mais effectivement, dès qu'on est en extérieur, je pense au moment, je parle un peu de la fin, mais tant pis, quand elle sort du vaisseau pour libérer les nanas qui sont dans la cage, là, l'incrustation, c'est pas possible. Horrible. Alors, c'est dégueulasse. Donc oui, tout n'est pas réussi, mais ouais, franchement, ça m'a eu. Tant mieux. Moi, tu vois, en termes de scène que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est la scène justement sur la planète avec les justement là où il est censé y avoir les brigands et donc Crème. Ouais.
Et tout le moment où elle est empoisonnée, qu'elle doit boire un lait Ouais, dégueulasse ça, c'est pour machin, génial. et qu'après il y a le combat, Lobo rentre dans le truc mais s'en fout un peu d'elle. Ça c'était intéressant, Ouais, c'est la je suis relation d'accord. qu'elle a avec Lobo s'en bat un peu les reins en fait, il fait ce qu'il a envie de faire et c'est plutôt intéressant. Mais tu vois, c'est une scène que je choisis presque par défaut, tant je trouve que le film aurait pu aller plus loin à certains moments. Je trouve que le film manque de respiration. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Là où alors effectivement, tu peux pas adapter le comics exactement pareil parce que effectivement, sinon tu fais un film de 8 heures. Ah bah oui. Mais il y avait tellement de choses à raconter dans des moments un peu plus calmes et qui auraient le personnage de Supergirl manque d'iconisation pour moi. Alors oui, mais en même temps, moi je trouve que c'est ça qui est intéressant, parce que c'est quelque part le miroir inversé de Superman. Superman, c'est un personnage qui est justement l'icône, la surpuissance. En fait, moi, c'est aussi ça que je trouve intéressant, c'est que l'avoir fait sortir de la Terre, l'amener dans les soleils rouges, en plus elle explique pourquoi elle y va, clairement pour se bourrer la gueule. Oui, bien sûr. Et donc en avoir fait un personnage qui est clairement qui est tout sauf une super-héroïne aux yeux des gens qu'elle croise, d'autant que là aussi c'est une différence fondamentale dans le comics. Dans le comics, quand elle se balade, tout le monde la connaît. Clairement, même la gamine la connaît. Là, dans le film, ils font le choix. Non, la gamine la connaît pas. Ah bah non, mais en tout cas, elle apprend à la connaître et elle en parle beaucoup autour d'elle. Bien sûr. Là où dans le film, partout où elle arrive, tout le monde la connaît pas. Et j'aime bien ce côté où elle est un peu, justement, elle est pas iconique. Et pour moi, la promesse de la fin, quand elle retourne sur Terre, c'est là, elle va devoir devenir un peu l'image qu'a Superman. Je suis un peu d'accord avec toi, mais pas complètement, parce que quand je parle d'iconisation, c'est vrai, là tu me l'as dit, oui, c'est vrai que par rapport aux comics, elle a moins d'années d'activité à son palmarès, on est d'accord. Mais elle a quand même le costume. Tout à fait. Donc voilà, dans le film Superman, il me semble qu'on nous dit, je crois que c'était un truc qu'on avait dit, c'est qu'on nous dit pas exactement depuis quand il est Superman. Non, oui. Exactement. Et là, en l'occurrence, on nous dit aussi dans le film Superman à l'époque que Supergirl, elle est déjà Supergirl. Oui, puisqu'on la voit. Ça fait déjà quand même un certain moment. Oui, je suis d'accord. Mais là, quand je dis que ça manque d'iconisation, c'est que justement, tout le chemin... Alors, c'est peut-être un peu plus speedé que dans le comics, mais là, c'est tout le chemin qui mène à cette iconisation que je trouve faible et qui fait qu'en fait, pour moi, l'iconisation ne fonctionne pas. Comme tu l'as dit, en fait, c'est dans le prochain film, elle va pas avoir le choix de devenir une icône. C'est pas ça l'histoire de Woman of Tomorrow. Woman of Tomorrow, justement, c'est de montrer à quel point tu peux, et à quel point elle le devient, et à quel point elle l'est déjà presque. Et du coup, moi ça m'a un peu gêné. Du coup, ça m'a un peu déçu parce que justement, elle brille pas tant en fait finalement. Même à la fin, c'est pas devenu une vérité. Elle a compris qu'elle devait le devenir, mais c'en est pas une. Et du coup, je trouve l'évolution amoindrie pour ce personnage. Voilà. Non, mais je comprends. Mais oui, non. Après, oui, en scène, en termes de scène préférée qui fonctionne bien, moi j'ai vraiment aimé tout le segment sur la planète des brigands là. Je trouve que ça marche bien. C'est le chat qui fait du bruit avec le radiateur. Décidément, on n'a pas de chance aujourd'hui. C'est la journée. Non, mais je suis d'accord. Alors, on va peut-être dire quelques mots de la fin quand même. Bien sûr, vas-y. Donc, finalement, ils finissent, parce que donc ils courent après Crème là, pendant un paquet de temps. Ils finissent par être emprisonnés. Oui, à un moment donné. En fait, c'est ça. Ils le retrouvent sur la planète des brigands assez rapidement, moi je trouve. Voilà. En plus. Mais sauf que c'est une planète avec un soleil et jaune et vert. Non. Non, sur la oui, alors je me suis mal exprimé. Sur la planète des esclaves de brigands, où ils viennent chercher les filles pour les féconder et faire plein de bébés brigands. Ils le retrouvent là-dessus. Du coup, de fil en aiguille, les brigands arrivent à s'échapper. Supergirl s'embrouille avec Roussy. Du coup, elle part à leur poursuite et elle se retrouve sur une planète qui, effectivement, la nuit a un soleil vert et la journée a un soleil jaune. Et du coup, ça se termine, voilà, le dernier acte. En gros, elle libère un peu toutes les esclaves femmes qui sont dans le vaisseau. Elle empêche Roussy de passer pas du côté obscur, mais en tout cas de gâcher sa vie avec une vengeance qui... En fait, elle lui fait comprendre que le meilleur moyen de se venger, c'est de ne pas le tuer. Exactement. Et de continuer à vivre, ce qu'elle ne fait pas, elle. Oui, mais moi, ça, tu vois, par exemple, ça, moi, j'ai bien aimé. C'est vrai. Je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a justement, là aussi, c'est l'antithèse de Superman. Superman, a priori. J'avais fait ça dans Man of Steel déjà. Voilà, ou de Batman, attends, il faut. T'es censé être gentil, tu protèges, tu ne tues que vraiment si t'as pas le choix. Là, clairement, au moment où elle le bute, elle peut très bien ne pas le faire.
Et elle lui dit en plus à la petite, éloigne-toi un peu, mais il faut pas faire ça, faut pas aller en ce chemin. Et l'autre, il est persuadé. Et moi, franchement, en tant que spectateur, je me dis, bah oui, il va pas mourir du coup, puisque c'est Supergirl, donc il va finir en prison, je sais pas où. Et non, elle le tue de sang-froid, littéralement. Elle reprend l'antidote. Pareil, je reviens un tout petit peu en arrière, mais sur la planète des esclaves des brigands. Donc ils se retrouvent dans la baraque là avec les deux et qui promettent, avec toute la scène dont tu as parlé de l'empoisonnement. Moi, j'ai trouvé ça bien qu'ils meurent, les parents. Ah oui, bien Dans sûr. combien de films on les aurait sauvés parce que il faut quand même pas qu'ils meurent. Et là, leur fille meurt aussi d'ailleurs. Les deux parents y passent, ils chopent la gamine, ils la tuent. Et elle, quand elle arrive sur le corps, tu dis bon, ils vont trouver un twist pour la sauver. Que dalle. Ça, j'ai trouvé ça bien. En fait, je trouve que le film, il a un côté un peu plus brutal. Ouais, un peu plus méchant. Il essaye moins d'enrober. Alors, tout n'est pas parfait. On n'a pas trop parlé de Crème. Toi, t'as pas du tout aimé le design. Franchement, je comprends. Moi, j'ai trouvé ça marrant, le design, même si tu comprends pas bien pourquoi il a cette gueule-là. C'est un peu chelou parce que dans le comics, pas du tout. Bah non, il semble plus un viking normalement. Exactement. Donc bon, pourquoi pas. Mais j'ai trouvé que le comédien, pareil, il avait l'air tellement de s'amuser à le faire que ça a plutôt marché sur moi aussi. Mais ouais, je trouve que il a un côté un petit peu, entre gros guillemets, un peu plus sale, le film. Parce qu'en fait, elle, c'est une nana qui veut juste se bourrer la gueule et qui, enfin, clairement, elle est dépeinte comme c'est l'antithèse de Superman. Oui, bah de toute façon, la première scène, c'est Krypto qui pisse sur le journal où il met Superman a encore sauvé le jour. Donc voilà. Pareil, alors petit point CGI, je me permets. Le chien, moi, je comprends pas qu'il y ait autant de scènes en CGI. Putain, vous pouvez pas prendre un vrai chien. Mais je comprends pas non plus. C'est dégueulasse. Et franchement, là, quand elle le trouve là. Aux obsèques de sa mère, c'est pas la scène où elle le prend dans les bras, mais c'est hideux, on dirait le Milou du film de Tintin de Spielberg. Et vraiment, tu te dis, bah non, les gars, à un moment, faites un effort, prenez un chien. C'est pas impossible pendant des années, on dresser les chiens au cinéma. Oui, je suis d'accord avec toi. Autant il y a des scènes sur ça. En fait, c'est difficile parce que j'ai vraiment le comics en tête. Là, je suis vraiment en mode borné. J'arrive pas à me détacher du comics parce que, pareil, en fait, la fin, il y a une philosophie de vie. Il y a quelque chose qui là est complètement gommé du coup par cette fin, comme tu l'as dit, beaucoup plus brutale. Et ce que tu dis sur le fait que oui, c'est un film plus méchant, on voit plus de choses sombres entre guillemets, le fait de tuer les parents et la fille, alors que tu dis bah non, ils vont survivre. J'ai envie d'être d'accord avec toi, mais je trouve que c'est très bisounours quand même. Je m'explique, pas la situation, mais je trouve qu'on ne va pas au bout du truc. T'as envie de montrer que le film est brutal, que l'ambiance dans la galaxie, elle est dure, que la vie est pas facile pour ces gens-là, etc. Va au bout, montre-le en gros, pas en gros plan, je voulais pas que ça pisse le sang dans tous les sens, c'est pas ce que je veux dire, mais juste... on le voit de très très loin, il y a presque une peur de dire non, on va pas montrer ça, les gens sont pas prêts, tu vois ce que je veux dire? Il faut que ça reste grand public. Oui, mais ça aurait pas empêché que le film soit grand public. D'accord, mais quand elle le tue à la fin, elle lui plante 2 fois l'épée, il y a pas une goutte de sang. Voilà, typiquement. Non mais je suis d'accord. Ça manque de réalisme et du coup, par exemple, j'ai mentionné vite fait Man of Steel quand tu as parlé du fait de tuer l'antagoniste à la fin. Quand le Superman de Snyder bute Zod, à la fin du film. Mais ça choque. Oui, je suis d'accord. Ça te laisse un peu sans voix. Et en plus, effectivement, Superman est beaucoup plus démocratisé que Supergirl, beaucoup plus installé dans l'imaginaire des gens. Donc on se dit, non mais oui, que Superman tue un méchant, c'est quand même chaud. Ouais, je suis d'accord. Écoute, non, je sais que j'ai pas envie de te spoiler la fin du comics, même si tu m'as dit que je pouvais, donc je ne le ferai pas. Mais ce qui se passe dans la fin pour le méchant, je trouve ça plus intéressant. Fort. Ok. Mais c'était impossible de faire cette fin-là de cette manière dans le film. Pas avec ce qui est prévu pour la suite chez James Gunn et Peter Safran. Après, il y a aussi une chose, c'est que je serais curieux de voir, ça va être intéressant là, de voir un peu les chiffres et les retours, parce qu'effectivement, je pense que tous les gens comme toi qui avaient lu le comics avant et qui connaissent le personnage avaient forcément des attentes, et je comprends et je le sais trop bien que quand tu as beaucoup d'attentes et où tu as un matériel de base que tu connais, que la déception arrive souvent plus vite. Je serais curieux de voir le grand public. Je pense que c'est un personnage qui est méconnu de la plupart des spectateurs, et je suis curieux de voir la réception qu'ils en ont. Et quelque part, je comprends que cinématographiquement, ils aient fait le choix d'accentuer un peu plus certaines choses et peut-être pas aller exactement dans cette direction pour vraiment avoir deux personnages qui soient très distincts, Superman et elle, parce que on se dirige vraiment vers
à un moment où il va y avoir, dans le prochain film, elle sera dedans, et on peut imaginer qu'elle aura plus de place. Et à un moment, il va y avoir un film où ils vont être tous les deux, où il y aura sans doute Batman, puisque on sait qu'il y a un Batman en préparation qui va rentrer dans cet univers-là, donc qui n'est pas The Batman. Tu sens quand même qu'ils sont en train de préparer le terrain. Et moi, je trouve bien sûr. Un peu logique cinématographiquement parlant, d'avoir caractérisé peut-être un peu plus fortement le personnage, quitte à le caricaturer un peu, pour qu'il soit vraiment éloigné de Superman. Oui, non, mais ça, je l'entends. De toute façon, dans le comics, elle reste très éloignée de Superman dans tous ses choix, Oui, même si elle est déjà iconisée, pour rebondir sur ce qu'on disait. Mais je te dis, je pense que je suis un peu matrixé par le comics, parce qu'encore une fois, je ne pensais pas l'apprécier à ce point. Oui, bien sûr. Et vraiment, je l'ai dévoré en une après-midi, la veille, le dimanche, quoi. Et putain, j'ai fait... La chute a été rude quand j'ai vu le film, parce que j'en attendais quand même beaucoup. En plus, je trouve que Millie Alcock colle parfaitement au personnage. Totalement. Le casting, il est excellent. Le casting à ce niveau-là est vraiment très très bon. Donc voilà. Mais c'est plutôt un bon point pour la suite, parce que pour l'instant, les choix de cast des personnages les plus connus du catalogue fonctionnent très très bien. Je suis d'accord. Pour rebondir sur le prochain Batman qui fera partie de cet univers, j'ai vu que quelqu'un avait... Apparemment, le personnage serait déjà choisi. L'acteur serait déjà choisi, mais on en saura plus. Oui, pour jour. l'instant, ils adaptent The Brave and the Bold, donc and the Bold plutôt. Donc on verra ce que ça donne. On n'a pas, ils n'ont pas dévoilé encore le casting, mais a priori il est arrêté. Pas que pour Batman d'ailleurs. On a déjà, les rumeurs disent que les choses sont déjà établies. Moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner, parce que là aussi... Moi, j'ai très très envie de voir ça. Son Batman va forcément être différent de ce qu'a fait Snyder, de The Batman, parce que sinon, ça va devenir un peu confusant, j'imagine, en tout cas. Et puis, je vois pas un film type James Gunn ressembler à ce qu'a fait Matt Reeves, clairement pas. Non, mais de toute façon, donc, je pense que pour la curiosité. Mais moi aussi, bien sûr. Mais je pense que pour le film Batman, de toute manière, on ira sur quelque chose de similaire à ce qui se fait dans cet univers. Tout à fait. Je suis pas certain qu'on ait les origines de Batman. Non, je pense qu'on aura un Batman qui est déjà installé, donc ouais, on n'aura pas un Batman qui commence comme Pattinson, mais on n'aura pas un Batman trop vieux comme le Batman de Ben Affleck qui fait ça depuis toute sa vie. Donc non, moi, ça va être intéressant. Je suis très curieux. Après, tu veux que je te dise, je pense que le Batman, ça sera peut-être un retour. Alors je me trompe peut-être complètement, mais je pense que ce sera peut-être un retour à ce que faisait Schumacher. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'on aura peut-être quelque chose de plus coloré. Oui, tout à fait. Et peut-être un Batman un peu plus accessible en termes de psychologie. Oui, moi je vais un Batman peut-être moins torturé. Je vais même te dire, je pense qu'il reprendra quelques traits très éloignés du Batman des années 60. C'est-à-dire un Batman qui est vraiment un personnage d'abord qui fait pas peur fondamentalement à tout le monde. Même si ça fait partie du perso, mais la série 66, alors si vous avez jamais vu ça, regardez le film de Batman 66, c'est à mourir, c'est un truc à regarder pour se marrer. C'est des séquences mythiques là-dedans. Évidemment que là c'est n'importe quoi, mais je pense qu'il y aura peut-être aussi de ça. Je pense que Gunn il a fondamentalement envie de faire aussi des films où tu passes un bon divertissement. The Batman, c'est pas du tout un bon divertissement, c'est un chef-d'œuvre, mais pour d'autres raisons. Ça a été dit, monsieur. Mais voilà, je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'on ira vers quelque chose de plus coloré. Maintenant, moi j'ai quand même une inquiétude, c'est que son Superman n'a vraiment pas marché comme il voulait. Supergirl va vraisemblablement pas marcher. Il y a un moment où je sais pas jusqu'à quand on va lui laisser les clés du camion. Je suis assez inquiet pour ça. La vente de Warner et compagnie. Bah c'est ça. Donc là, chez DC, il y a d'autres projets. Il y a Clayface qui sort cette année. Mais ça fait partie des projets DC Elseworlds, si je te dis pas de bêtises. Oui, donc mais les films qui n'ont pas de rapport avec cette continuité. Peut-être qu'ils comptent aussi sur ces films-là pour rentrer du fric et le laisser développer un truc. Tout ce qu'on peut dire déjà, c'est que Man of Tomorrow, la suite de Superman, est en tournage actuellement. On a pu voir déjà des premières photos de tournage. Et le premier, même s'il n'a pas fait des cartons de chiffres, il a quand même plu. Donc c'est ce que j'allais dire, il y a quand même une sacrée critique. Oui, mais il a fait un mauvais box-office. Rappelle-toi, on était très surpris de voir qu'il a fait moins que Jurassic World Renaissance quand même, en box-office. Oui, non, mais on sera toujours étonné de voir qu'un film fait... qu'un blockbuster fait moins que Jurassic World Renaissance. Mais c'est quand même... Moi, je reste très surpris de ça. Superman, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Voilà. Et oui, mais je pense que beaucoup de gens sont attachés à Henry Cavill. Oui, mais clairement. Une majorité des gens, en tout cas. Bon, est-ce que c'est bon? T'as quelque chose à rajouter ou pas, toi franchement, je vous conseille d'aller voir quand même. Voilà. Je le déconseille pas.
Mais Oui, je vous j'ai bien conseille compris. vraiment le comics. Oui, alors ça, par contre, faut clairement. Le comics, vous pouvez y aller. Moi, ça m'a donné envie d'en lire d'autres des comics Supergirl, donc je vais me renseigner. Parce qu'il y a pas mal de trucs a priori. Donc, Je connais pas vraiment, moi je trouve que celui-là se suffit à lui-même et ça me donne pas envie d'en découvrir d'autres tant j'aime cette version-là en fait. Ouais, je comprends. Moi, j'ai envie de connaître le perso, donc je vais voir ce qui a été fait comprends. à partir de ça. Ça peut être On se intéressant. comprend, hein. Bah, On se toujours. comprend beaucoup aujourd'hui. Écoutez, et là il nous reste plus qu'à leur souhaiter de bonnes vacances. Mais là, voilà, en fait, hein, c'est finalement. ainsi que se termine la saison 2 de TTPQ. Absolument, sur le Donc- 35e épisode. Ouais, Si je dis pas de 35, bêtises. 36, je sais plus exactement. Bah non, mais- c'était le 34, l'épisode bilan. Ouais, ça doit être ça. Oui, voilà. Et après, si On aurait dû, ajoute les on aurait dû hors-séries, faire 36 Oui, c'est ça. Et on ou 37, mais du coup on a arrêté. On a dû annuler un épisode que vous aurez l'année prochaine. Voilà. Alors que l'autre qui était prévu à la base dans les deux, bah, vous ne l'aurez pas l'année prochaine. Voilà, on a fait des petits changements. Merci Bastien. Merci Cette Guillaume. saison, ça a été un vrai plaisir comme toujours. Partagez. Ça fait quand même plus de 20 ans qu'on parle de cinéma. On est content de le faire derrière un micro maintenant. Donc merci Absolument. à toi. Merci à tous parce que voilà, on a passé une belle saison. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait plaisir. Absolument. Donc continuez cet été. Donc pas de nouvel épisode. On reviendra à la fin août. Normalement. Si tout va bien. Puis voilà, on va quand même vous donner des nouvelles pendant l'été, si on va au cinéma, tout ça. Et puis vous avez tous les épisodes disponibles. Pour ceux qui nous rejoignent depuis peu, il y en a plus de 50, donc vous avez quand même un peu de contenu. Et puis passez de belles vacances. Toi aussi, passe de belles vacances. On va essayer. Toi aussi. Allez au cinéma. Il y a quand même des beaux trucs cet été. Voyez des films, voyez des séries. voilà. N'allez pas forcément au cinéma si vous avez envie de voir des films chez vous. Et Voyez-en. achetez des Blu-ray, je vous en supplie. Sauvez Voilà. le format physique. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. C'est Faut qu'on terrible. change notre façon de consommer, les gars. On peut pas ne pas garder des traces. Enfin, je veux dire, voilà, c'est terrible. Hein, Bon, on a encore de la marge, je pense. Mais Oui, ça peut arriver vite. Ça peut arriver vite. Donc voilà. Merci à tous. Merci Bastien. Merci Passez Guillaume, un merci très tout le bon monde. été. Merci de nous suivre. À Et bientôt. on se dit rendez-vous Allez. pour la saison 3. À la saison 3. Salut à Ciao. tous. Ne passerez pas! Je reviendrai. Tu étais l'élu, c'était toi! À la boulette. Je vous emmerde, je rentre à mon maison. D'accord, faisons comme ça.